Bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je suis là avec vous dans ce prestigieux congrès maghrébin. Malheureusement, je n'ai pas pu être en présentiel avec vous pour problème de papier, mais je suis là en direct pour vous parler d'un sujet très intéressant qui est la thérapie cellulaire et l'intelligence artificielle vers la génération optimisée des cellules bêta-pancréatiques. En fait, la perte des cellules insulinosécrétrices est presque inhérente à toutes les formes de diabète. Et même si elle est différente et elle varie dans sa temporalité en fonction de la nosographie. Et ce fameux pancréas a plusieurs mécanismes à sa disposition pour générer son tissu endocrine. En l'occurrence, il y a la replication simple, la différenciation des progénitures et la transdifférenciation des cellules matures. Et ces différentes voies de régénérescence constituent actuellement des voies de nouvelles recherches qui vont être ou qui vont rendre le pancréas capable de restaurer une tolérance glucidique normale chez les patients diabétiques. Ce qu'on a actuellement, ce sont des thérapies limitées. Entre autres, il y a l'insuline exogène qui prédispose le patient diabétique à multiples injections quotidiennes d'insuline. Elle nécessite également un monitoring continu de la glycémie avec des dosages complexes et des ajustements fréquents, ce qui va rendre également impossible de prévenir des complications comme l'hypoglycémie sévère. Et même si on dispose actuellement d'autres moyens thérapeutiques qui sont le pancréas artificiel et les pompes. Et ces dispositifs vont permettre d'améliorer la régulation de la glycémie, mais malheureusement restent des solutions technologiques alternatives et qui présentent des limitations qui sont essentiellement la nécessité d'une correction et d'une calibration manuelle et qui ont actuellement également des besoins non satisfaits, essentiellement la restauration permanente de la fonction cellulaire bêta qui n'est pas possible avec ce pancréas artificiel et ces pompes même à boucle fermée. Il y a également l'absence d'une indépendance totale à l'insulinothérapie et la prévention des complications à long terme reste également mal gérée par ces moyens thérapeutiques. Et actuellement, on parle d'un dogme qui, malheureusement, qui reste de nos jours de faible pouvoir de réplication des cellules bêta qui est remis en cause. En fait, le pancréas a la capacité de régénérer et cette possibilité que le pancréas possède a été suggérée dès le 19e siècle grâce à des expériences de pancréatectomie partielle et que ces cellules bêta malgré leur capacité de replication, obéissaient quand même à un statut post-mitotique qui les rendait permanentes, incapables de se diviser. Et c'était grâce à la pancréatectomie partielle qu'on a vu qu'il y avait une réduction drastique du nombre des cellules bêta qui étaient en mesure de stimuler des phénomènes de myostasie cellulaire, mais malheureusement, c'était à court terme. Et à long terme, la contrainte productiviste des cellules de sécréter l'insuline restante conduisait à un stress chronique, surtout du réticulum endoplasmique, et ce qui a majoré une réduction progressive et surtout irréversible de la masse cellulaire. C'est ce dogme, en fait, qui a été remis en question et en cause à la fin du XXe siècle où ce phénomène de régénération qui était relativement limité avec une diminution significative avec l'âge a été bouleversé avec les travaux de Suzanne Bonner-Weil et ses collaborateurs aux États-Unis qui ont travaillé d'une façon très, très importante et intéressante sur les thérapies cellulaires et surtout sur les greffes du pancréas, où Suzanne Bonner et ses collaborateurs ont montré qu'on peut régénérer en fait ces cellules bêta grâce à ces mécanismes dont on a parlé avant, à partir des cellules matures du pancréas, surtout les cellules acineuses, les cellules ductuales et les cellules centroacinaires, lesquelles on a pu, ou ces cellules, on a pu les modifier génétiquement et les rendre capables de sécréter l'insuline. Il y a également une autre source de transdifférenciation. En fait, la transdifférenciation, c'est de rendre ces cellules capables de sécréter l'insuline. Et c'était des cellules alpha à glycagon que Dr Suzanne et ses collaborateurs
ont pu les rendre capables de sécréter l'insuline et de rendre ces cellules bêta, ces cellules alpha comme des vraies cellules bêta sécrétrices d'insuline et donc de rendre le pancréas capable de sécréter de nouveau l'insuline. En fait, d'où proviennent les nouvelles cellules à insuline dont on va greffer ou dont on veut les rendre capables de sécréter l'insuline? En fait, il faut savoir que les cellules pancréatiques ont une grande plasticité et qu'on a les cellules θ à somatostatine, ils vont subir une dédifférenciation. Et cette dédifférenciation va rendre les cellules à un stade précoce avec développement embryonnaire naturel. Ces cellules vont se diviser et vont avoir soit le chemin de redédifférenciation, ce qui va donner des cellules θ à somatostatine reconstituées, soit des nouvelles cellules à insuline et qui vont subir également des divisions cellulaires. Et ce qui est très, très important à savoir, c'est que la majorité des cellules θ vont se convertir en cellules à insuline et surtout, ils ont la capacité de régénérer d'une façon très rapide et efficace, ce qui va rendre la quantité d'insuline sécrétée très importante au fil des années. Et en fait, c'est grâce à des phénomènes de conversion cellulaire qu'on a pu montrer que le pancréas peut générer de nouvelles cellules à insuline après la perte totale des cellules bêta, le cas d'un diabète type 1. Et ici, ce sont des travaux sur la souris, où on a montré que ça va dépendre de l'âge. En fait, à l'âge adulte, on peut avoir une conversion directe des cellules alpha en cellules à insuline, des cellules θ en cellules à insuline, mais c'était peu efficace. Mais contrairement à l'âge jeune, l'âge de Sorisseau, où il y avait une conversion et par dédifférenciation des cellules θ en cellules à insuline, mais d'une façon très efficace, mais qui reste quand même restreint à un âge prépubère. Conclusion, c'est qu'il faut agir à un âge jeune, prépubère, pour pouvoir avoir une qualité de cellules qui se différencie d'une façon rapide, efficace et une quantité d'insulinosécrétion qui est majoritaire. Et qu'en est-il pour l'homme? En fait, chez l'homme, aussi bien en cas de diabète type 2 qu'en cas de diabète type 1, il y avait où on peut avoir une transformation des cellules qui produisent l'insuline et de glycagon. Et on peut suggérer que les cellules humaines alpha à glycagon ou les cellules θ à somatostatine peuvent se convertir en cellules à insuline dans le diabète type 1 et type 2. Et c'était grâce à des observations qui étaient surprenantes. Et c'était dans le cas chez les enfants, chez qui on a fait une ablation du pancréas pour tumeur, par exemple. On va les rendre diabétiques ou sont devenus diabétiques, mais d'une façon surprenante, ils vont redevenir normoglycémiques. Et c'était par régénération, par conversion cellulaire à partir des cellules θ, donc vers des cellules à insuline, et c'était par analogie à ce qu'on a trouvé chez les souris, les jeunes souris. Qu'en est-il par rapport à cette transplantation cellulaire? En fait, on avait une reprogrammation des cellules souches où on a fait leur transdifférenciation vers des cellules matures. Et c'était via l'utilisation de GABA, de l'acide gamma-aminobutyrique, qui était capable de favoriser la transdifférenciation des cellules alpha en cellules bêta. Et c'était grâce à une activation forcée d'un gène PAX4 qui intervient dans toutes les cellules alpha et qui vont être régénérées et converties en cellules bêta, comme en témoignent ces photos qui ont été prises sur des coupes de chez des souris normales, des souris diabétiques et des souris diabétiques traitées par GABA de 3 mois, où on voit très bien qu'il y avait une régénérescence des cellules bêta à partir des cellules θ grâce à ce GABA qui les rend beaucoup plus nombreuses et surtout beaucoup plus capables de sécréter l'insuline. Donc tout cela redevient ou il devient à la plasticité des cellules pancréatiques qui ont pratiquement toutes un même précurseur commun et qui vont subir des divers mécanismes de différenciation de cellules progénitrices ou bien des cellules transdifférenciées en cellules matures. C'est sur cela qu'on va travailler pour les manipulations thérapeutiques et pour les thérapies cellulaires. Donc, je vais vous montrer également un travail que je trouve très intéressant. En fait, j'ai
j'étais donc au congrès de l'ASD en 2025 à Vienne et il y avait toute une session dédiée pour Back to the Future, Building Islet Cells from Scratch. Donc, c'était à propos de des cellules souches pancréatiques à partir des cellules du stroma. Et on a montré qu'on peut également même améliorer les cellules bêta qui dérivent non des cellules θ et non des cellules alpha, mais plutôt des cellules immunitaires, des macrophages qui se trouvent au niveau du pancréas. Et par génétique et par transformation et par transdifférenciation génétique, ils ont pu rendre ces macrophages au niveau du pancréas capables de stimuler ou de les rendre capables d'avoir une fonction endocrine et de sécréter l'insuline par cette thérapie cellulaire et par cette transformation cellulaire entre les cellules macrophagiques et les cellules bêta pancréatiques. Et on montre très bien qu'il y avait une transformation de l'ARN au niveau des cellules macrophagiques qui vont être traduits en protéines, essentiellement en insuline, et qui vont être transplantées au niveau des rats. Et c'était vraiment des résultats très prometteurs pour des greffes pancréatiques à partir ou des thérapies cellulaires à partir non seulement des cellules alpha ou cellules θ, mais plutôt des cellules macrophagiques au niveau des stromas pancréatiques. Ce qui s'est passé en 2000, par exemple, c'était le protocole d'Edmonton. C'était une démonstration de la faisabilité clinique de la transplantation d'îlots pancréatiques. C'était à l'époque 7 patients initiaux qui ont réussi à se débarrasser de leur dépendance à l'insuline grâce à l'administration d'îlots pancréatiques cadavériques. Et c'était, sur le plan méthodologique, c'était une infusion d'îlots pancréatiques cadavériques. Mais ce protocole est actuellement limité parce que de 2000 à 2020, il y avait seulement 642 transplantations qui ont été effectuées aux États-Unis, par exemple, qui a impliqué 255 patients. Mais malheureusement, la caractéristique générale, c'était un rejet du gène d'une part, et d'autre part, la nécessité d'une immunosuppression à vie pour prévenir ces réactions de rejet, et donc qui en découle bien sûr, des complications inhérentes à ce traitement par immunosuppresseur qui rend ces patients malheureusement immunodéprimés, ce qui va restreindre l'utilisation de cette transplantation cellulaire et plutôt utiliser des thérapies à base de cellules souches. Donc, en fait, ces cellules souches se divisent en deux types. Il y a les cellules souches embryonnaires, sont une source primitive avec une pleine capacité de différenciation. Et il y a également des cellules souches induites. Ce sont plutôt des cellules adultes, ce n'est pas des cellules souches. Ce sont des cellules adultes qui vont devenir programmées pour se comporter comme cellules souches embryonnaires. Donc, vous voyez la différence entre les deux différentes sources cellulaires. Puis, ils vont subir un processus de différenciation consistant en 3 étapes. L'étape 1, c'est une culture des cellules souches dans des conditions contrôlées. L'étape 2, c'était de stimuler avec des facteurs de croissance spécifiques. Puis, en étape 3, les différencier en pseudo-hélopancréatiques. Puis, on va les utiliser en application clinique. En fait, ces cellules souches embryonnaires immatures vont être cultivées, puis ils vont être implantés dans un dispositif protecteur cutané. Et pour les cellules bêta dérivées de cellules souches induites, ils vont subir une première transplantation de cellules bêta autologues qui proviennent du tissu adipeux du patient. Et là, le résultat était par contre encourageant. Avec un patient, le patient là, c'était à propos d'un cas, et le patient, il est devenu indépendant de l'insuline après au moins 1 an de traitement. Puis, il y a également les transplantations cellulaires. Et là, je vais vous parler des avantages de l'antidra. C'est une première thérapie cellulaire allogénique basée sur les îlots pancréatiques donnés pour le traitement du diabète type 1. Là, vous voyez la différence entre les différentes techniques. La dernière technique, c'était en 2023. Et c'était les avantages potentiels de la méthode de l'antidra. C'était d'une part une thérapie cellulaire allogénique qui utilise les cellules d'un donneur. Elle va éviter la nécessité d'une immunosuppression à vie, chose très très importante. Et on a vu que 30 patients
ont eu ce protocole et 21 sur ces 30 patients ont réussi à se débarrasser de leur dépendance à l'insuline pendant au moins un an. Et les indications de cette méthode de l'antidra étaient des patients, bien sûr, adultes avec diabète type 1, qui ont des antécédents de la maladie au moins de 5 ans, avec un IMC inférieur à 27 ans, à 27 plutôt kg par mètre carré, dont le contrôle insulinique était insatisfaisant et qui était bien sûr réfractaire aux baisses sévères de la glycémie. Donc, on a vu que c'était un protocole très efficace, mais quand même, il a des limites. En effet, ce protocole avait des effets secondaires qui proviennent principalement de l'effet immunosuppresseur chronique de cette méthode, avec donc surtout l'apparition des hépatites chimiques et des infections. Donc, pour cette étape, pour ces méthodes de différenciation et de transplantation sous immunosuppresseurs, il y avait des défis. D'une part, l'efficacité elle est limitée. En effet, les protocoles de différenciation dirigés varient en efficacité entre les lignées cellulaires et les îlots. Et on voit que la majorité des cellules qui produisent peu ou qui sont immatures, l'immaturité, elle était également fonctionnelle. En fait, les cellules in vitro vont différer typiquement des cellules bêta adultes, bien sûr. En fait, le transcriptome de ces cellules générées, il est peu fonctionnel et il est incomplet. Et surtout, il est nécessaire de voir comment combiner ces écarts pour obtenir une véritable fonction de dépendance à l'insuline. Il y a également des barrières immunologiques et physiologiques. En effet, il a été démontré que ces protocoles, lorsqu'on va donner des cellules transplantées, malheureusement, elles vont subir un stress ischémique. Essentiellement, elles vont être euh, donc exposées à une hypoxie et à une carence nutritionnelle. Et surtout, ils vont être continuellement exposés au système immunitaire. Et c'est cette exposition qui va les rendre immunogènes et ils vont subir une réponse d'alerte immunitaire, surtout un rejet immunitaire. C'est ces états de rejet immunitaire qui vont être une source de limitation essentiellement pour cette transplantation et ces méthodes de transplantation. C'est pour cela, actuellement, on est en train de voir comment surmonter essentiellement la place de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle qui est en train de ravager pratiquement tous les domaines, essentiellement les méthodes, le domaine de la médecine et le domaine de la diabétologie. Et déjà, Elon Musk, il a prédit que l'intelligence artificielle, elle va prendre la place de l'intelligence biologique dans à peu près 99% des cas, et qu'on aura notre intelligence biologique que dans 1% des cas, malheureusement. Et que, je ne sais pas malheureusement ou heureusement en fait, et que le domaine, comme je l'ai dit, de diabétologie n'est pas épargné de cette intelligence artificielle et actuellement plein de méthodologies d'intelligence artificielle, que ce soit des applications, des learning, des deep learning ou des machine learning qui sont actuellement utilisés pour cette intelligence artificielle. Qu'en est-il pour la thérapie cellulaire? Présenté au cours de ce topo, c'est surtout la place de l'intelligence artificielle dans la bioproduction et la thérapie cellulaire. Vous voyez dans ce schéma que pratiquement l'intelligence artificielle, elle est dans toutes les étapes de cette thérapie cellulaire, que ce soit dans la modulation immunitaire, que ce soit dans les thérapies cellulaires, que ce soit dans l'amélioration de la fonction des îlots dans l'enguerrance ou l'induction de la vascularisation du greffon, donc pratiquement tous les domaines. Mais je vais voir avec vous surtout l'intelligence artificielle et la bioproduction cellulaire, la modélisation de la différenciation grâce à cette intelligence artificielle, l'analyse transcriptomique, la biologie synthétique et les circuits contrôlés, le criblage moléculaire assisté par l'IA, le contrôle qualité également assisté par l'IA, et enfin les organoïdes pancréatiques et IA. Commençons par la bioproduction cellulaire. En fait, l'IA actuellement, elle est capable de simuler le micro-environnement des cellules de culture cellulaire, entre autres la température, le pH, l'oxygène, les nutriments, tout
Donc, elle peut simuler toutes les conditions de micro-environnement de la thérapie cellulaire et surtout d'optimiser les conditions de culture. Par exemple, actuellement, ils ont pu développer une plateforme numérique pour créer des jumeaux numériques de bioréacteurs qui va permettre de simuler et d'optimiser surtout les conditions de culture cellulaire. Également, on est capable actuellement d'automatiser et de faire un apprentissage automatique grâce à des capteurs in situ. Essentiellement, les microscopes, les capteurs chimiques, physiques sont actuellement capables de générer des données traitées par l'apprentissage automatique pour surtout ajuster en temps réel les paramètres clés. En fait, on est capable de donner ou de faire des capteurs in situ qui va générer des données qui vont subir un apprentissage automatique et surtout, ils vont être ajustés en temps réel. Et les objectifs, c'est essentiellement un maximum de cellules bêta fonctionnelles, minimisation de la variabilité entre les batchs de culture et surtout avoir un processus de production reproductible et scalable de ces cellules pancréatiques. Également, l'IA, elle est très intéressante en matière de modélisation de la différenciation. En effet, actuellement, ils ont pu intégrer ou utiliser des méthodes d'imagerie non invasive, essentiellement microscope de contraste de phase, de fluorescence, combinés à des algorithmes qui vont permettre d'évaluer la qualité des processus de différenciation cellulaire. Avant, c'était manuel ou c'était très subjectif. Actuellement, grâce à des techniques d'imagerie non invasive et des algorithmes d'apprentissage supervisés, on a pu utiliser ces techniques d'imagerie et surtout ajuster les protocoles. Et ceci grâce à des modifications de mélange de facteurs de croissance ou de temps de culture, ce qui va nous permettre de corriger les batchs suboptimaux avant de la fin de la différenciation et surtout de corriger des fautes au cours de la différenciation avant que le processus ne se termine. Et donc, on peut, grâce à ces algorithmes de comptage ou de non-invasifs, d'analyser les images du 7e jour de culture pour prédire l'efficacité de la différenciation finale. Est-ce que vraiment notre produit final va être d'une qualité et va être efficace avant de le transplanter? On va le classifier en temps réel grâce à des étapes. Au départ, au début du processus, on va avoir des images de cellules au jour 7 de culture, puis on va les analyser grâce à ces algorithmes d'apprentissage profond qui vont analyser la morphologie cellulaire. On va répartir automatiquement les cellules selon leur état d'activation endocrine. On va ajuster le protocole et surtout en modifiant des facteurs de croissance basés sur les prédictions. Donc, on va voir s'il y a des erreurs et les modifier, les corriger. Et en fin de processus, on va être capable de prédire l'efficacité finale de la culture avant même d'entamer la phase de culture. On peut également faire ce qu'on appelle le contrôle qualité de ce qu'on a fait comme méthode de différenciation cellulaire. En fait, on peut utiliser des réseaux neuronaux qui vont classer les cellules en temps réel selon leur état à partir d'images de microscope et ils vont surtout évaluer leur viabilité. Est-ce que ce sont des cellules vivantes, apoptotiques ou nécrotiques, chose qu'on ne pouvait pas avant la faire d'une façon très efficace et surtout avec une grande sûreté. Et ça va prédire ou préciser la classification de 6 classes morphologiques de cellules qu'on va les injecter ou les greffer. Et on peut également prédire les résultats de des différenciations et l'efficacité finale de la différenciation, même plusieurs semaines plus tard. Et on va intégrer plusieurs données à la fois grâce à des méthodes de cytométrie de flux, de spectroscopie ou d'imagerie intracellulaire qui va nous permettre de détecter des contaminants ou des écarts de qualité, par exemple une expression anormale de marqueurs ou autre, qui va donc nous permettre de contrôler la qualité de notre méthode et surtout d'agir avant même d'intervenir ou avant même de greffer ces cellules, de faire ces cellules différenciées. On peut également analyser le transcriptome grâce à l'IA. On va comparer les transcriptomes, on peut identifier les voies fonctionnelles sous-exprimées et on peut même utiliser ou cibler des pathways pour l'amélioration. L'amélioration des protocoles grâce à l'IA va toucher surtout l'identification des voies déficientes, la modification des protocoles, surtout pour l'identification des voies déficientes
L'IA, elle va être capable de comparer les données entre les cellules différenciées et les cellules bêta-natales, identifiant plusieurs voies déficientes, d'une part. Et également, ces résultats vont nous permettre de modifier les protocoles, par exemple les facteurs de culture, les conditions biochimiques, pour surtout améliorer la fonction insulinique et la sécrétion insulinique in vitro. Il y a également la biologie synthétique et les circuits contrôlés, peut-être contrôlés via ou grâce à l'IA. En fait, pour des cellules humaines génétiquement modifiées, on peut intégrer des circuits synthétiques qui vont détecter des stimuli externes. Exemple, pour les cellules bêta, on peut détecter le glucose grâce à un capteur, couplé avec un promoteur qui va déclencher la transcription de l'insuline lorsque le glucose du sang dépasse un seuil. Et c'est ce système plug and play qui va fournir un traitement autonome sans injection d'inducteurs externes. Donc, ce qui va rendre ces cellules désignées, ce qu'on appelle boucle fermée, cellules désignées. On peut également générer des gènes sécurisés, et ceci grâce à l'insertion de gènes suicidaires ou de systèmes d'arrêt stop bouton qui peuvent détruire ou désactiver des cellules implantées en cas de problème. On veut les détruire, on n'a plus besoin de ces cellules, on va insérer des gènes suicidaires qui vont nous détruire les cellules sans vraiment avoir recours à des méthodes invasives ou autres. On va grâce à cette IA, on va insérer des gènes suicidaires qui vont avoir des portes logiques d'ADN, qui vont exiger la présence de deux biomarqueurs simultanément pour activer le circuit et donc améliorer la spécificité du traitement. On peut également réguler la réponse immunitaire génique, et ceci grâce à des protéines immunorégulatrices dans les cellules transplantées, ce qui va permettre de contrôler localement la réponse immunitaire. Ces circuits vont optimiser la production d'insuline tout en minimisant les effets secondaires systémiques. Également, on peut utiliser l'ingénierie immunitaire qui va être assistée par intelligence artificielle. En fait, il y a des algorithmes qui vont prédire et identifier les cellules HLA, les HLA-T épitopes pour supprimer et réduire l'immunogénicité tout en préservant la tolérance. On peut également, grâce à l'IA, sélectionner les combinaisons précises de médicaments ciblant les greffes pour optimiser l'immunosuppression. Et on peut également, grâce à des stratégies complémentaires, de co-transplanter des cellules régulatrices, T régulatrices, pour rechercher la co-transplantation avec des cellules pancréatiques, c'est en cours de recherche, ou bien moduler la réponse immunitaire avec des biomatériaux tels que des ligands régulateurs qui vont être fixés sur des surfaces biomatérielles, et ceci va promouvoir l'acceptation du greffe. D'une part, ça va limiter le rejet, et d'autre part, ça va limiter également l'utilisation des traitements immunosuppresseurs chez nos patients. Il y a également l'utilisation de matériaux intelligents et l'encapsulation qui vont donc utiliser des cellules ou des îlots pancréatiques encapsulés. On peut également utiliser des échafaudages tridimensionnels bioactifs qui vont favoriser l'angiogénèse autour du greffon. Ça, d'une part, il va améliorer l'apport en O2 pour le greffon, et donc ce qui va limiter le rejet et l'apoptose des cellules utilisées. On parle dans ce cas de biomatériaux intelligents qui peuvent libérer localement des immunosuppresseurs pour protéger les îlots sans pour autant avoir recours à des immunosuppresseurs par voie générale. On peut également utiliser l'encapsulation macroscopique grâce à des dispositifs plus grands, mais ce sont surtout en cours de recherche tels que les biocompatibles, mais sont actuellement en cours de recherche. Il y a également l'utilisation des organoïdes pancréatiques, qui sont des micro-organes issus des cellules embryonnaires qui contiennent des îlots fonctionnels in vitro, et on va reproduire partiellement la structure pancréatique en cellules alpha, bêta, θ en tridimensionnel, ce qui va nous donner un modèle physiologique plus réaliste et surtout plus robuste. Et grâce à l'IA, on va optimiser l'analyse et la culture des organoïdes, et grâce à des algorithmes de vision par ordinateur, on peut avoir automatiquement ces organoïdes sur des images pour évaluer la qualité de protocole. Donc, c'est ce qu'on appelle les organoïdes IA optimisés.
C'est ce qui va nous donner une idée sur ces greffons, surtout la modélisation physiologique de ces souches ou de ces cellules souches embryonnaires. Comme tout système de IA ou tout processus d'IA, il y a bien sûr des considérations éthiques et réglementaires. En effet, pour les cellules souches embryonnaires, il y a des controverses éthiques liées à l'embryon. Et en France, par exemple, la loi bioéthique de 2021 autorise la recherche sous déclaration formelle sans autorisation préalable. Au Canada, ce n'est pas le cas, par exemple. Et les cellules souches induites évitent ce problème, mais peuvent poser le problème d'autres questions, surtout questions de sécurité et du coût. Il y a également les thérapies cellulaires qui doivent satisfaire aux standards de thérapie médicinale avancée, ce qui nécessite qu'on utilise des essais cliniques rigoureux et qui sont surtout conformes aux bonnes pratiques de fabrication, surtout de la FDA. Et ces processus sont de haute qualité pour minimiser, d'une part, le risque de tumorogénicité ou bien de transformation cellulaire accidentelle. Enfin, sur le plan éthique, on doit être capable de protéger les données, et ceci conformément aux règles de données patientales et de modèles transparents. Et surtout, il faut être capable de valider la réglementation des algorithmes et surtout de surmonter les problèmes émergents d'équité d'accès tels que le coût des nouvelles thérapies et de transparence éthique. Les perspectives d'avenir concernant cette intelligence artificielle et cell integration, en fait, on est en train d'améliorer surtout la précision thérapeutique par Digital Twins Patient, les circuits qui sont devenus ou qui sont en train de devenir plus avancés, avec des biomarqueurs innovants pour la sécurité et la détection de RNA cellulaire libre pour activer les circuits. Il y a également le développement des cellules design autonomes, qui sont des cellules transgéniques autonomes qui remplacent les injections d'insuline régulières, avec surtout des systèmes avec boutons d'arrêt programmables, et c'est surtout des principes de fermeture boucle pour la gestion d'urgence. Et bien sûr, la dernière piste, c'est la piste de cotransplantation. C'est une co-introduction programmée de cellules auxiliaires qui vont être capables de fabriquer des organes alternatifs avec une intégration des données de l'imagerie et des données génomiques. L'IA va être capable de transformer la thérapie cellulaire vers la personnalisation, d'améliorer significativement la qualité de vie de nos patients diabétiques et surtout d'avoir des approches innovantes pour améliorer l'efficacité thérapeutique. En conclusion, actuellement, on vit une alliance IA-cellule. En effet, l'alliance entre l'intelligence artificielle et la thérapie cellulaire marque actuellement un tournant dans le traitement du diabète type 1, passant du traitement substitutif, l'insulothérapie et le traitement chronique, vers le traitement régénératif. C'est un traitement potentiellement curatif. On ne traite pas symptomatiquement, mais on fait guérir nos patients diabétiques. C'est le paradigme shift avec la transition vers une approche régénérative qui pourrait mener une cure de diabète type 1, ce qui va donner ou offrir aux patients une perspective d'indépendance à l'insulothérapie, et surtout l'ère des digital twins avec des machine learning qui va être alimenté par le cloud science et surtout des big data et des données multiples qui vont permettre de transformer la production biologique et l'évaluation des greffons. Ceci nécessite impérativement une collaboration interdisciplinaire avec la fusion des connaissances en biologie, en intelligence artificielle, en génie biomédical et surtout en médecine et en thérapie médicale, bien sûr, tout en respectant l'éthique et la régulation. L'intelligence artificielle appliquée à la thérapie cellulaire ouvre là, de nos jours, de nouvelles perspectives pour la gestion du diabète type 1, avec surtout une cure réelle et un potentiel espoir de guérison de cette pathologie. Certainement, l'IA noue une alliance avec le diabète, mais également avec notre vie quotidienne et surtout dans notre vie, on va voir même le choix de couple et le choix de robot peut nous changer toute la vie, que très prochainement, je pense qu'elle va être euh, avec les robots, avec l'intelligence artificielle partout et ça va pas tarder à venir.
Avant de finir, je vous propose de retenir ces deux dates. La première date, c'est la date de 19-20 décembre 2025. C'est la date du congrès de l'Asiadiact, de la Stidiam et de d'art francophone qui va être donc à Sousse en Tunisie. Et bien sûr, le congrès maghrébin couplé au congrès national de la Stidiam qui va avoir lieu du 16 au 18 avril 2026 à Tunis. On vous attend nombreux en Tunisie et merci pour votre attention.